Après presque 2 mois d'images époustouflantes et parfois dramatiques, il serait bon de demander un avis critique à l'un des scientifiques les plus réputés de l'Islande, Thorvaldur Thorason. Vous allez voir que cette vidéo permet de clairement comprendre ce qui s'est passé à Grindavik depuis le mois de novembre et surtout, c'est ça la grande nouvelle, que les origines des 2 dernières éruptions permettent d'entrevoir un avenir un peu plus positif que les images ne laissaient supposer. Donc dans cette vidéo, je vais vous synthétiser l'interview qu'il a récemment donnée à nos amis de Reykjavik Grapevine en y ajoutant quelques informations personnelles afin que l'on puisse dépeindre un tableau fidèle de la situation actuelle. Ce qui s'est passé récemment vient d'une profondeur d'environ 4 à 5 km dans les chambres magmatiques dites de Svartsenki. Ces mouvements étaient attendus depuis les séismes et les fissures dans la croûte terrestre ayant touché Grindavik le 10 novembre. Outre le magma, il ne faut pas oublier que nous sommes ici sur une zone tectonique très active, avec notamment la présence du Brumikli Heimsálfa, le pont reliant les plaques américaines et eurasiennes à quelques kilomètres seulement de Grindavik. D'ailleurs, j'avais tourné une vidéo directement sur place sur cette faille, dans la faille entre les 2 continents. Si vous ne l'aviez pas vue à l'époque, je vous en remets le lien dans la description. L'éruption de janvier fut très faible en intensité, comparée à celle de décembre 2023, et s'est manifestée à seulement 700 mètres de la ville, alors que 4 heures plus tard, une petite faille s'est ouverte à 100 mètres seulement des maisons situées le plus au nord de Grindavik. La crainte était que la fissure magmatique se soit étendue jusque sous la ville, mais ce n'était pas le cas. En fait, ce magma n'est simplement qu'une petite quantité qui a réussi à se faufiler, comme dirait le boucher, entre les fissures laissées par les événements de novembre dernier. Mais cela ne fait pas partie d'une grande intrusion magmatique qui se serait répandue jusque sous la ville. Il y a 2 raisons qui permettent de le dire. La première, c'est que le magma de l'éruption n'était pas du tout gazeux. Quand nous sommes face à une réelle intrusion, le magma est toujours accompagné de gaz. Souvenez-vous, en août dernier, le site de l'éruption fut fermé à plusieurs reprises tellement l'éruption relâchait de soufre et de CO2. Ces émanations de gaz, on les retrouvait tout naturellement aussi pendant les éruptions de 2021 et 2022. La deuxième raison est que si nous avions une intrusion magmatique s'étant étendue jusque sous la ville de Grindavik, là aussi, nous aurions dû voir, ou au moins détecter, la présence de magma dans ou sous les fissures et effondrements de terrain. Pourtant, là encore, rien. Donc, bonne nouvelle, cela limite déjà beaucoup le risque que des éruptions se déroulent en pleine ville dans le futur. Aussi, l'océan pénètre dans les fissures sous la ville. Si magma y avait, nous aurions de grosses réactions de vapeur. Là encore, rien du tout et c'est tant mieux. Pour que vous puissiez visualiser, les événements de novembre ont créé 2 graben, qui sont en fait des fossés tectoniques d'effondrement entre des failles normales. L'un de ces graben traverse la ville de Grindavik. Et entre ces 2 graben se crée un horst, terme qui désigne le compartiment soulevé. Enfin, pour être plus précis, ces graben et horst étaient déjà présents historiquement avant même la naissance de Grindavik, mais avaient été comblés lors des constructions et n'étaient pas suffisamment importants pour poser problème à la vie de la ville. En fait, nous ne sommes pas face à un événement volcanique, comme en 2021 et 2022, ou même août 2023, mais bien face à une conséquence d'un événement tectonique. C'est ce qui explique les très courtes durées des 2 récentes éruptions, avec 72 et 48 heures seulement, même pas 48 heures, alors que les vrais événements volcaniques passés ont duré entre 6 mois pour la première grosse éruption de 2021 et 3 semaines pour certaines éruptions de 2022 et 2023. Là aussi, c'est une vraie bonne nouvelle pour Grindavik. C'est d'ailleurs la présence du graben qui, historiquement, avait permis la présence d'un port qui sera la seule raison pour laquelle Grindavik, en tant que ville, a pu naître et exister. Avant cela, avant la naissance de Grindavik, les évêques, qui se baladaient beaucoup dans le pays, au niveau du sud du pays, ne s'aventuraient pas à l'ouest de la ville de Eyrarbakki en raison d'immenses rivières glaciaires à l'ouest. Et au niveau des ports, le terrain islandais ne permettait pas d'en installer des tonnes, à tel point qu'il n'y en avait que 2 sur toute la côte sud, entre à l'ouest Thorlaxhöp et à l'est, tout à l'est, Höp. Et Eyrarbakki n'avait jamais eu de port digne de ce nom.
Donc lorsque certaines personnes pensent toujours mieux savoir que les autres, suivez mon regard, et qui osent dire oui bah écoute, fallait pas s'étonner quand on construit au mauvais endroit, bah oui bah non justement, on ne construit pas. Sur toute cette côte sud de villes côtières, il n'y a que Grindavik, Thorlaugshöp, Vik et Höp, donc 4 villes avec seulement 3 ports sur plus de 500 km de distance. CQFD comme dirait l'autre. Et puis de manière générale, il faut aussi se rappeler qu'il s'agit là de la première fois en 50 ans qu'une ville est touchée en Islande par une éruption. Construire en zone volcanique, presque pléonasme dans le pays, c'est une action corrélée aux risques associés et acceptés. Un peu comme prendre le volant. Tout le monde connaît le risque encouru selon la durée et le type de trajet effectué en voiture. Pourtant, une immense majorité de la planète prend le volant pour se déplacer. C'est un peu pareil. Le bénéfice est plus grand que le risque encouru, sans oublier, répétons-le, que ce sont des événements volcaniques et tectoniques qui ont justement permis au port de naître et à la ville de se construire. Il faut toujours voir les deux faces d'une même pièce, sans oublier que pour la péninsule de Reykjanes, il n'y avait pas eu d'éruption depuis 800 ans. Ce qui s'est passé récemment aurait pu arriver il y a 100 ans, comme dans 100 ans encore. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fini pour autant ? Non. Car de toute façon, il faut du temps, déjà, pour que la Terre se stabilise, et on l'a vu, le sol se soulève encore un petit peu vers la centrale de Svartsenki. Le problème, c'est que ce type d'événement pourrait se poursuivre pendant encore 10 ans, tout comme il pourrait s'arrêter dès demain. C'est pour cela que l'on compare ces événements récents à ceux du Krapla, dans le nord du pays, où 10 éruptions avaient eu lieu sur une période de 9 ans, entre 1975 et 1984. Alors qu'est-ce qui va déterminer le futur de cette situation ? Eh bien essentiellement la température du magma. Si le magma refroidit très légèrement, entre 1000 et 800 degrés, il devient très visqueux. S'il refroidit sous les 800 degrés, il va commencer à se solidifier. Mais s'il se solidifie, il va forcément laisser des fissures souterraines, car le magma ne se solidifie pas comme un bloc dur homogène. Ce sont ces fissures par lesquelles de nouvelles poussées magmatiques, situées encore plus en dessous, pourrait arriver à la surface. Par contre, s'il arrive à cet état visqueux, c'est pas du tout exclu, il formerait une sorte de bande magmatique, comme du silicone, empêchant le magma plus profond de remonter et percer. Là, on serait entre guillemets sauvé. Avec l'incertitude du futur, il est nécessaire de passer à l'action. Cette action doit se décider bien entendu uniquement entre les habitants de Grindavik et les autorités locales. On ne peut évidemment pas contrôler la nature, mais on peut la guider dans une direction qui nous convient mieux, tel que ce fut le cas avec les digues construites en novembre et décembre et dont l'efficacité a été clairement démontrée lors de la dernière éruption en réduisant de manière significative les dégâts engendrés par les réveils de la nature. La vraie démarche désormais est d'anticiper ces événements plutôt que de réagir, être proactif plutôt que réactif. Et là, on ne parle pas forcément que de Grindavik. Il y a d'autres endroits clés du pays où l'on trouve de grandes concentrations de population, comme par exemple les 30 000 habitants de Hafnarfjordur, ville construite très proche et sur des champs de lave vieux de 1000 ans seulement. Il y a aussi les villes où se trouvent des infrastructures géothermiques essentielles pour le pays, comme Hellisheiði ou Hveragerði, pour ne citer que celles qui sont proches. La suite des événements et des actions comprend évidemment la possibilité qu'il faille reloger toute la ville de Grindavik. Le gouvernement a récemment déclaré qu'il serait possible qu'il rachète les propriétés pour que les locaux aient un pécule pour chercher à se loger ailleurs. Sur le papier, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais dans les faits, est-ce seulement réalisable ? Honnêtement, je ne vois pas comment cela prendrait moins de plusieurs années minimum. En raison du climat et surtout d'une grande pénurie de main-d'œuvre, il est actuellement impossible de construire suffisamment pour répondre à la demande en Islande. Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, un record de construction nouvelle a été battu, avec 7000 appartements livrés sur l'année. Cela ne représentait toutefois que 65% de la demande. On comprend donc que le retard ne fait que s'accumuler d'année en année. S'il faut ajouter à cela le relogement de toute une ville, cela devient un véritable casse-tête chinois. Et en plus de cela, où vont-ils aller ? On ne va pas reconstruire toute une ville. Imaginez un peu le bordel pour déjà tout mettre sur pied au niveau des projets immobiliers dans un pays où la main-d'œuvre fait forcément déjà défaut avec seulement 380 000 habitants, faire pousser tous ces projets immobiliers, le tout combiné avec les desiderata de la population. Certains voudront rester sur la péninsule de Reykjanes en allant à Keflavik ou Ausbru, etc. D'autres voudront aller plutôt vers la capitale, Hafnarfjordur, Garðabær, Kópavogur, Reykjavik ou juste au nord Mosfellsbær.
D'autres souhaiteront peut-être en profiter pour partir vers Selfoss, Hetlag, Volsvöllur ou jusqu'à Vik peut-être, qui sait, on ne sait pas. Et on ne parle pas de l'explosion du tissu social qui soudait cette ville depuis si longtemps, ni même du fait que vouloir habiter proche de la capitale serait probablement inabordable face à la valeur des maisons de Grindavik dans un pays déjà touché par une crise du logement sans pareil. Bref, c'est horriblement compliqué, même si le gouvernement débarque dès demain avec un chèque pour tout le monde. Donc forcément, le seul désir qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est que le comportement du magma laisse entrevoir un retour progressif et que la vie reprenne enfin son cours. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de voir une nouvelle facette de ces événements volcaniques, magmatiques, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, comme toujours portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.